Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations. Astrid est déjà avec nous. Comment vas-tu? Vous allez bien? Comment allez-vous? Bonsoir. Eh bien, passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. N'hésitez pas à liker et à partager. Vous savez déjà quoi faire pour soutenir la chaîne et pour que nous puissions être ici tous les jours en direct, discuter, échanger et vous informer de ce qui se passe dans le monde en temps réel. Passons aux détails de ce qui se passe avec le plus grand cyclone jusqu'à présent, en 2026, un cyclone de catégorie 5. Voyons ce qui se passe avec le volcan Sakuriyama, qui fait face à une autre forte éruption au Japon également. Que se passe-t-il en Chine? Elle fait des manœuvres dignes d'une partie d'échecs, maintenant à un niveau jamais vu auparavant, cela en profitant de la guerre en Iran. Quelles sont aussi les réactions du marché? Laquelle est-ce? Que se passe-t-il avec l'Iran? Il y a aussi des mouvements. Attention, il y a des mouvements massifs en Iran. Il y a des mouvements en ce moment qui laissent présager que le conflit va continuer et que la situation va devenir très tendue, comme on dit. Allons aux informations, allons voir les détails. Merci beaucoup de nous accompagner. Allez sur Android Live, partagez, merci pour les super chats et votre soutien. Merci d'être avec nous. Voyons les détails. Comment vas-tu, Ruben Adilson, Panterita, Dieguito, Walter, Osorio? Un grand salut à tous. Nous commençons avec l'image. Eh bien, ce qui attire l'attention aujourd'hui, c'est un cyclone appelé Sinlaku. Passons au sujet, car c'est le premier cyclone de catégorie 5 que nous avons. En 2026, c'est un super typhon qui a déjà atteint la catégorie maximale, et, eh bien, il attire l'attention. Évidemment, en ce moment, on voit déjà l'image sur, comment ça s'appelle, windy.com. Donc, qui montre, eh bien, allons-y déjà. Les vents soufflent très fort, qui est près de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il y a eu récemment un ouragan, un cyclone. Là-bas, ils appellent ça cyclone. Mais bon, cyclone, ouragan. Le fait est qu'il a frappé la Nouvelle-Zélande récemment. En fait, eh bien, il y a déjà eu une alerte, même des milliers de personnes évacuées en Nouvelle-Zélande, plus au sud. Oui, ce cyclone qui est déjà passé, ici nous voyons encore les restes, mais plus au nord. On signale également dans le Pacifique un cyclone assez puissant. En attendant, il y a quelques îles qui pourraient être en danger et ici, nous allons déjà commencer à raconter comment vont les avions. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? En attendant, il faudra voir son évolution. Non, il n'y a pas un pays très grand qui soit en danger, même si certaines de ces îles pourraient évidemment être concernées, par exemple Roanne, qui serait un peu plus au nord. Pour l'instant, attendons d'avoir plus de détails à mesure qu'il s'approche. Nous continuerons à suivre la situation. La nouvelle est qu'on commence déjà avec un ouragan de catégorie 5. C'est à peine le premier de l'année. Premier de l'année est déjà très puissant. Il a débuté avec cet ouragan considéré comme le deuxième. Eh bien, ce serait plutôt le plus puissant de 2026 jusqu'à présent. Je veux dire, 350 km/h, ce n'est pas rien. Évidemment, ce sont des rafales très puissantes, et on s'attend à ce que cette intensification puisse encore s'étendre au cours des prochaines 24 heures. Les îles Mariannes, par exemple, pourraient être celles qui sont en danger. Ce sont principalement elles qui sont à risque, donc soyez également attentifs à cela. Nous vous donnerons plus de détails au fur et à mesure. En attendant, une autre image surprenante est celle du Sakuriyama avec une nouvelle éruption. Une puissante éruption, eh bien, au Japon, comme c'est un volcan très actif, cela ne les surprend pas vraiment. C'est en partie parce qu'il y a beaucoup de prévention. Mais en effet, nous avons déjà montré une image du volcan Sakuriyama prise à l'aube. Ils sont déjà au jour 13 depuis l'aube, et cela montrait un peu ce qui s'est passé dans cette région du monde. Nous avons vu cette image il y a quelques instants où l'on peut apercevoir une certaine incandescence. On voit, eh bien, ces éclairs typiques qui se forment dans les nuages de cendres qui se forment. Oui, là nous le voyons impressionnant, mais il n'y avait pas encore d'image montrant comment cela s'était produit ou la taille de la colonne de fumée. On parle d'environ 6 ou 7 km approximativement. C'est aussi un sujet très impressionnant. Une autre des images doit être par ici. La voilà. Eh bien, je crois que c'est la même, non? Ça doit être la même. Oui, ça doit être la même que celle qu'on a vue au début. Bon, le point, c'est que Sakuriyama connaît de nouveau une activité importante. En voici une autre. La voilà. Eh bien, c'est une partie de ce qui se passe. Impressionnant. Évidemment, les vols à proximité font simplement l'objet d'une alerte pour faire demi-tour.
Non, c'est essentiellement ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre alerte comme une évacuation ou quelque chose comme ça. Du moins pour le moment, non. Il suffit simplement de faire le détour. Voilà. Toutes les routes vers Kagoshima sont également fermées. Un autre détail, disons, qui est aussi intéressant. Exactement, à Kagoshima et Miyazaki, il a été signalé qu'il y avait des cendres et il y a également eu une accumulation modérée. Selon les rapports, une fonctionnaire de la préfecture de Kagoshima a indiqué qu'après l'éruption, aucun dommage immédiat n'avait été signalé. Bien, passons à d'autres sujets importants. Aussi, écoutez, regardez cette image publiée par Donald Trump. C'est le premier hôtel de l'histoire sur la Lune. Eh bien, c'est son rêve, évidemment, non? Et Ha ha ha. Là, c'est quand il n'y a vraiment plus rien à faire. Non. Attends. L'autre qu'elle a mise, non? Non, bon, moi je lui. Pour que tu fasses peur à la... Il y a à peine quelques instants, le président Donald Trump vient de publier une image de synthèse sur sa page des réseaux sociaux montrant une immense tour Trump. Eh bien maintenant, elle est complètement illuminée, dorée, un peu dorée et argentée, juste à la surface lunaire. Un délire que Donald Trump a en ce moment et qui, eh bien, fait partie des choses étranges qui se passent en ce moment, comme s'il n'y avait rien de plus important à faire. Mais bon, nous avons une autre image. Oui, nous avons une autre image de l'imaginaire de Donald Trump assez curieuse qui a attiré l'attention et que plusieurs médias internationaux relaient. Non. Je te l'ai déjà envoyé. Ah, c'est arrivé. Je ne l'ai pas vu, je l'ai raté. Je ne l'ai pas vu, c'est que, bon, voilà. C'est la dernière? C'est la dernière. Attends, non, je n'aime pas couper pour nous enlever et remettre l'image encore une fois. Pardon, excusez-moi, je suis faite pour ça. La magie se perd, ils nous ont donné, ça y est. On va recommencer encore une fois. Non, dites-moi si ce n'est pas encore plus abstrait. Voyons, on va voir, non, allez, ça y est. Lucas arrive, non, il arrive. On l'a déjà perdu. Complètement perdu, non? Donald Trump, là, c'est carrément celle de Jésus-Christ, non? Allez, voilà, publié par Donald Trump. Le président Trump, maintenant, il se prend pour un faiseur de miracles, en train de guérir les malades. Bon, voilà, c'est comme ça, non? Pendant qu'il critique le pape, c'est lui qui fait les miracles maintenant, d'après ce qu'on dit. Et bon, lui, il ne fait que parler. C'est lui. Bon, Chihuahuas, quand tu dois détourner l'attention d'une autre distraction, non? Enfin, quand déjà? Il n'a même plus rien. Recourir à une diversion, mais maintenant qui le distrait, enfin, comment tu les distrais de la guerre, n'est-ce pas? Donc maintenant, il faut les distraire de la distraction, et il a dit « Bon, laissez-moi vous dire que je suis Jésus-Christ en personne. » Eh bien, visiblement, oui. C'est ça. Non, vraiment, je ne m'y attendais pas. Oui, ça m'a surpris. Vraiment. C'est que ce niveau de blasphème, on va dire, c'est incroyable, non? Et bon, aussi, une autre des images qui attire l'attention, c'est celle-ci. Enfin, cette publication. Précisément dans laquelle, eh bien, il dit des choses au pape François. Il lui dit que c'est un faible, il lui dit qu'il est en faveur du crime. Que des choses, eh bien, franchement, c'est vraiment hallucinant. Je crois qu'il va y avoir un boom de gens qui vont vouloir devenir catholiques maintenant, juste pour contredire. Franchement, ça ne donne pas envie. Pour contredire, Donald Trump a dit « Non, maintenant j'ai une croyance, je deviens catholique ». Écoutons ce que dit le pape Donald Trump lui-même. Écoutons-le. Et ils vont revenir pleins de pétrole, d'accord? Monsieur le Président, pourquoi avoir attaqué le pape Léon sur Truth Social? Et je ne pense pas qu'il fasse du très bon travail. Il aime le crime, je suppose. Il nous a attaqués. Réfléchis-y. Il s'inquiète de la peur. Et qu'en est-il de la peur lorsque les ministres, les prêtres et toutes ces grandes personnes ont été arrêtés pendant le Covid? Et dans de nombreux cas, ils étaient dehors, séparés de 3 mètres, et pourtant ils ont été arrêtés. Alors, ça ne nous plaît pas. On n'aime pas un pape. Dire qu'il est acceptable d'avoir une arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'un pape qui dise que le crime est acceptable dans nos villes. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas fan du pape Léon. C'est une personne très libérale et c'est un homme qui ne croit pas qu'il faille mettre fin à la criminalité. C'est un homme qui ne pense pas que nous devrions, jouer avec un pays qui veut une arme nucléaire pour pouvoir faire exploser le monde. Non, je ne suis pas
Je ne suis pas fan du pape Léon. D'accord, non, eh bien parce qu'en ce moment, il s'inquiète de cela à cause des commentaires que Trump lui-même a fait aussi, eh bien il parle des négociations, non? Et voici ce qu'il a dit. Oh, je ne sais pas. Ça m'est égal s'ils reviennent ou pas. S'ils ne reviennent pas, ça me va. Leur armée a disparu. Leurs missiles sont en grande partie épuisés. La capacité de fabrication de missiles et de drones est pratiquement détruite. Nous avons été très gentils. Nous n'avons pas détruit trop de ponts. Nous n'en avons détruit qu'un seul parce qu'ils ont rompu leur parole. Ils ont rompu leur promesse. Et rappelle-toi, leur promesse était qu'ils allaient ouvrir le détroit d'Ormuz. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont menti. Eh bien, c'est ce que dit Trump à propos des négociations. Eh bien, mais on n'a jamais entendu ça. Ils n'ont jamais promis d'ouvrir le détroit. Sinon, jamais, jamais, ni maintenant ni plus tard. Eh bien, c'est lui qui l'a promis, mais bon, il ne nous a pas aidés. Maintenant, il a aussi parlé du sujet du cessez-le-feu, qui est un sujet où il y a des mouvements très intéressants. Passons au sujet. Allons-y. Les parties respectent-elles toujours le cessez-le-feu? Je dirais que ça se maintient bien. Leur armée est détruite. Tous sont... La flotte est sous l'eau, tu le sais. 158 navires ont disparu. Leur flotte a disparu. La plupart de leurs poseurs de mines ont disparu. Nous avons beaucoup de monde, comme tu le sais. Demain, à 10 heures précises, un blocus entrera en vigueur. Ce sera à 10 heures précises demain. D'autres nations travaillent pour que l'Iran ne puisse pas vendre de pétrole, et cela serait très efficace. Mais ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons, et encore une fois, nous n'en avons pas besoin. Ce que nous remarquons, et ce que nous voyons, et ce que je pense que c'est peut-être mon idée, peut-être pas. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de navires qui viennent dans notre pays pour se remplir de pétrole, puis repartent en l'emportant. Donc, ils ne vont pas passer par le détroit d'Ormuz. En fin de compte, cela sera corrigé, mais en attendant, ils profitent de nous. Nous avons plus de pétrole grâce au forage. Nous avons plus de pétrole que la Russie et l'Arabie Saoudite réunis. Donc, si tu regardes la Russie et l'Arabie Saoudite, deux grands pays, nous avons beaucoup plus de pétrole qu'eux réunis. Et ce qui se passe, c'est que les bateaux viennent ici et se remplissent. Pourtant, nous n'avons pas à passer par le détroit d'Ormuz. Les bateaux, et nous n'avons pas les hormones. Regardez maintenant cette image qui évidemment attire déjà l'attention parmi toutes ces réactions récentes qui ont eu lieu. Eh bien, évidemment, c'était une question nécessaire. Viktor Orban, à la fin, Viktor Orban, eh bien, c'est maintenant le président qui perd les élections en Hongrie. Précisément, alors qu'il s'approche encore. J.D. Vance, lorsqu'il s'approche, eh bien, donc l'administration Trump perd encore plus de points, et eh bien, cela fait que l'opposition remporte une victoire écrasante. Évidemment, on lui a posé la question, et voici la réaction de Donald Trump. Écoutons. Des examinateurs très sérieux, merci beaucoup, très bien, et Michael Hanlon, examinateur. Quand il lui parle de Victor Van, il répond d'accord, merci. Au revoir et il s'en va. Non, il n'aime jamais, jamais, jamais. Non, jamais, au grand jamais. Ils aiment reconnaître une défaite et donc au revoir. Il vaut mieux partir face à ce qui s'est passé. Eh bien, voilà. Il se peut qu'il ait essayé d'appliquer la stratégie. Si Orban gagne, nous allons donner de l'argent à la Hongrie, c'est-à-dire de l'extorsion. Non, je ne sais même plus comment le dire. Il a aussi voulu appliquer cela avec l'équipe de Millenniaux lors du vote, mais seulement en partie. Un prêt. Oui, il a voulu faire un prêt. Bon, oui, il a gagné cette fois-là, mais il a voulu faire pareil. Il a essayé de faire la même chose en Hongrie, mais évidemment, ça n'a pas marché. Ça aussi, c'est important. Et bon, d'autres sujets, parce que oui, on trouve ce mouvement très intéressant. Mais avant cela, laissez-moi vous parler de cette image qui a circulé. C'est ce que montre le Sudcom. Cela aurait eu lieu hier, d'après ce qui est rapporté.
Un autre bateau a été éliminé, un bateau suspecté d'être impliqué dans le trafic de drogue, qui a été éliminé, qui a été attaqué de manière spectaculaire avec les missiles qu'il tire. Eh bien oui, ils ne posent tout simplement pas de questions, ils ne regardent quand même pas ce qu'il y a là, ils la détruisent, simplement. Cela fait aussi partie de ce qui s'est passé avec les forces armées ou la marine des États-Unis. Ça aussi. Le fait est qu'ici, entre la garde côtière, la marine et le Sudcom, ils ont attaqué aussi bien dans les Caraïbes que dans le Pacifique. Où et comment cela s'est-il passé cette fois-ci? Eh bien, pour commencer, 5 personnes ont perdu la vie. C'est ce que rapporte le Sudcom. Il a précisé que 2 bateaux opéraient, gérés par des organisations qualifiées de terroristes. Il rapporte qu'ils circulaient sur la route du Pacifique oriental et qu'ils menaient des opérations de trafic de drogue. Ils ont précisé qu'une personne avait survécu à l'attaque sur la première des 2 embarcations qui transportaient 3 membres d'équipage. Ils ont aussitôt averti la garde côtière pour lancer la recherche et le sauvetage. La deuxième embarcation comptait 3 personnes, toutes décédées. Au total, 5 morts et un survivant. Eh bien, c'est une partie de ce qui se passe en ce moment. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est qu'il y a des mouvements au Pérou. Voici le message donné par le JNE. Là-bas au Pérou, il y a cet organisme, en gros comme l'ANE ici au Mexique, pour ainsi dire. Non, et c'est un organisme autonome qui administre la justice en matière électorale, qui garantit le vote. Tout cela, vous le savez déjà. Eh bien, voilà le rapport qu'il donne sur la façon dont les choses se passent là-bas. Écoutons-le. Bonsoir à tout le Pérou et à tous les citoyens du Pérou. Ce soir, nous voulons indiquer que le Jurado Nacional de Elecciones, en tant qu'entité dirigeante du système, est garant de la légalité du processus. En raison des insuffisances qui se sont présentées dans la distribution du matériel, sous la charge et la responsabilité de l'Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMP, et afin qu'aucun citoyen ne soit empêché d'exercer ce droit de vote et de participation politique. Il a été convenu ce qui suit, que notre secrétaire général va maintenant lire. L'Assemblée plénière du Jurado Nacional de Elecciones, dans l'exercice de ses attributions, décide. Premièrement, il est décidé que, pour les bureaux de vote où le matériel électoral n'est pas arrivé dans la région métropolitaine de Lima, et concernant 2 circonscriptions à l'étranger, à savoir Orlando, en Floride, et Patterson, à New York. Eh bien, en partie, ce qu'il dit essentiellement, c'est que le sujet prend un peu de retard. Élection en tant que recteur des insuffisances présentées dans la distribution, bureau des processus électoraux, en ce qui concerne les circonscriptions à l'étranger, comme à New York, circonscription à l'étranger, New York, dans le cadre des attributions, il est convenu. Installer ces bureaux de vote là où il manque. La métropolitaine, il est convenu. Premièrement, pour ces bureaux de vote où il n'y a pas, ou ce qu'on appelle les sondages, à la sortie des urnes, je ne sais pas comment vous l'appelez, quand vous sortez du vote, eh bien les gens disent « Non, moi j'ai voté pour ceci, j'ai voté pour cela ». C'est un peu comme les sondages de sortie. Mais ce serait le premier tour, c'est-à-dire que les 2 gagnants sont ceux qui passeront à l'étape suivante. Deuxièmement, les élections, en ce qui concerne les attributions. Vous vous souvenez, l'autorité électorale a traité 18,2% des procès-verbaux, ce qui donnerait Rafael Lopez avec 20,77%, Keiko Fujimori avec 20,05% et Jorge Nieto avec 15%. Attribution, il se souvient. Et bien sûr, surtout celui qui arrive en 3e position va dire « Eh, si c'est pour un petit point, évidemment, ils vont se battre, surtout ceux qui seront très 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 proches. » Alors bon, il y aura probablement des contestations. Il y aura en plus, ce n'est pas seulement la question de la présidence, c'est-à-dire qu'il y a aussi des mairies en jeu, il y a d'autres choses mais qui se jouent, et là aussi il y aura des contestations, parce qu'ils diront « Ici, ils ne se sont pas mis en place à temps ». C'est que cette irrégularité, on voit bien que ça va compliquer un peu ce sujet. Nous verrons ce qui va se passer et ce serait aussi très intéressant d'avoir l'avis ici des Péruviens. Oui, parce qu'il y a 63 000 personnes qui n'ont pas pu voter, donc c'est un nombre important qui pourrait effectivement changer, qui ira au second tour. Comme il y a égalité et que beaucoup sont très proches, ils pensent donc qu'il pourrait y avoir des différences.
D'autant plus qu'il reste encore des votes à comptabiliser. En plus de cela, on voit déjà maintenant que les sondages à la sortie des urnes montrent qu'il y a plus ou moins une certaine proximité entre les électeurs. Donc évidemment, il est logique qu'il puisse y avoir des contestations et ce genre de choses. Nous verrons ce qui se passe, mais c'est intéressant. Évidemment, passons à d'autres sujets parce que la situation en Iran devient aussi intense. Allons-y. Ces dernières heures, on a observé un grand mouvement, un mouvement massif. Selon les rapports, une quantité importante de transports de troupes des États-Unis se dirige vers le Moyen-Orient. Que se passe-t-il ? Évidemment, ce qui inquiète ici, c'est que la guerre risque de s'étendre. Récemment, une hausse inhabituelle des vols militaires américains traversant l'Europe en direction du Moyen-Orient a été observée. Que se passe-t-il ? Selon ces plateformes de suivi aérien, elles signalent la présence de plusieurs avions de transport stratégique sur des itinéraires simultanés. C'est quelque chose d'assez inhabituel en temps normal lorsqu'il n'y a pas de guerre et parmi les appareils identifiés, on remarque le modèle C-17 Globemaster ainsi que le KC-135 qui sont utilisés pour le déploiement logistique et le ravitaillement en vol. Et donc, les trajectoires observées traversent des pays clés en Europe occidentale et centrale pour atteindre un point proche du Moyen-Orient. Selon ce que rapporte ce mouvement coordonné, les analystes indiquent qu'il s'agit d'un déploiement d'une ampleur importante qui ne semble pas être une routine, mais plutôt quelque chose d'imminent, quelque chose qui est en cours de développement. Il n'y a pas eu de confirmation officielle détaillée du Pentagone concernant l'objectif. Nous savons qu'il n'y a rien d'officiel, il n'y a essentiellement que les informations de FLIRadar et de ce genre de sites qui montrent que quelque chose est en train de se passer. Et, cependant, les États-Unis ont l'habitude de mobiliser des ressources à l'avance si des conflits sont prévus. Ce qui avait déjà été annoncé, c'est rapporté dans le Washington Post, non dans le Wall Street Journal. Aujourd'hui, il était signalé qu'il existe des possibilités que de nouvelles attaques ciblées soient menées à Téhéran par les États-Unis. C'est que, d'après ce qui est rapporté, ils seraient déjà en train de prendre des décisions concernant les prochaines cibles à attaquer au cas où le conflit reprendrait sur les réseaux sociaux. On a entendu de nombreux commentaires disant que ce mouvement existe dans certaines parties de l'Europe et qu'ici aussi on observe des phénomènes similaires. Il y a beaucoup de spéculations. Moi, je me base sur cette information qui me semble peut-être plus fiable, dans le sens où au moins on sait que le mouvement est en train de se produire. Ça peut être un bluff, ça peut être aussi une démonstration de force, comme pour annoncer ce qui arrive. Ça peut être. Tu sais, en amour et à la guerre, on dit que tout est permis. Eh bien, sur ce sujet, très souvent, ce sont justement des mouvements pour montrer sa force, pour montrer son pouvoir ou pour dire « voilà ce qui arrive ». Ça pourrait aussi être ça, mais cette fois, tu vois, je ne le crois pas, parce que s'il y a bien une chose qu'a démontré l'Iran, c'est qu'il ne se dégonfle pas face à ce genre de mouvement. Ça ne les surprend pas, disons, parce qu'ils connaissent déjà, ils regardent et ils observent aussi comment ces mouvements se sont produits. Donc je pense plutôt que ce sont les États-Unis qui prennent l'initiative parce qu'ils se préparent vraiment à d'autres opérations militaires. Ce qui se passe est extrêmement coûteux. Ils ont déjà dépensé 280 milliards de dollars. Ils ont perdu 24 MQ-9. C'est-à-dire, il y a même eu des F-15. On peut parler de beaucoup de pertes, disons, sans compter le côté humain, qui est le plus dur. C'est-à-dire, les pertes humaines des deux côtés sont aussi énormes, surtout en pensant aux civils. Mais les militaires sont aussi des personnes, ils souffrent, ont des familles, et la situation est très difficile. Non, évidemment, le fait que le régime soit aussi terrible qu'il l'est, que la guerre soit aussi terrible qu'elle l'est, que les États-Unis aient aussi attaqué. Mais sans qu'ils l'aient attaqué, soi-disant à titre préventif. Toutes ces choses font que la guerre devient beaucoup trop compliquée. Et face à ces mouvements, la seule chose qui semble certaine, c'est que ce conflit va s'étendre. Et nous le voyons déjà dans les réactions des marchés, où non seulement ça ne baisse pas, mais il y a déjà des signes que non seulement, la récession est déjà là. La récession est déjà présente car il n'y a pas de croissance. Voilà la situation. Si cela va s'étendre, parce que si ça s'étend, alors là, de grandes entreprises pourraient commencer à s'effondrer, elles pourraient s'effondrer, et quand de grandes entreprises s'effondrent,
Ce n'est pas seulement la question de la perte d'emplois dans ces grandes entreprises, mais souvent ces entreprises génèrent énormément d'emplois de manière indirecte à l'échelle mondiale. Non, parce qu'ensuite, soudainement, les gens n'imaginent même pas que tout à coup, comment est-ce possible que cette entreprise ait fait faillite, puis une autre, et ainsi de suite. L'effet pour moi n'est pas, c'est comme on dit, quelqu'un éternue en Chine et quelqu'un d'autre attrape la typhoïde. Non, non, non. Pneumonie. Pneumonie dans une autre partie du monde. Non, voilà. Donc tout cela se propage très facilement, pas en ce qui concerne un problème financier. Et c'est justement pour cela que nous allons en parler dans un instant, parce que la Chine fait ses propres mouvements. Là, il joue vraiment aux échecs en 3 dimensions. Ils jouent aux échecs en 3 dimensions parce que la tendance de la Chine est d'attendre que les circonstances se présentent. Non. Ils essaient aussi de les pousser un peu, mais bon. Disons qu'ils attendent que les circonstances leur soient favorables, que les vents soient favorables, et alors ils agissent. Et cette opération un peu brutale, ou même très brutale, dirait beaucoup au sujet de Donald Trump le montre. Que pour Donald Trump, ce n'était pas un jeu de stratégie. Pour Donald Trump, c'était plutôt un jeu pour cacher les autres problèmes, essayer de balayer la poussière sous le tapis, mais ce n'était pas une nécessité absolue. C'est-à-dire que c'est ce que même les républicains lui reprochent. Ce n'était pas une nécessité absolue. Les guerres ne sont menées que lorsqu'il y a une nécessité absolue. C'était les services de renseignement eux-mêmes qui l'avaient dit, la même. Le même. Oui, que non. Le même Donald Trump était critique envers les actions menées, par exemple par George Bush Jr., lorsqu'ils ont attaqué l'Irak et ils disent et les armes de destruction massive, n'est-ce pas? Et genre, enfin, allons. Il avait été critique envers ce genre de choses et maintenant il le fait. Et d'une manière encore plus, disons, injustifiée. J'insiste, le régime iranien est terrible. Il a beaucoup de choses même très dures, mais il y a des choses qui peuvent se résoudre. Avec de l'intelligence et non avec des guerres, parce que les guerres impliquent justement cela. Comment tu t'en sors après, c'est une question d'intelligence. Regarde, ça a échoué. Eh bien, moi, je n'ai pas fait le coup classique. Non, ce n'était pas moi, je ne savais pas qui c'était. C'est-à-dire, allons, que celle-ci était la plus courante, mais une guerre avec les militaires et tout ça, c'est autre chose. Donc tu ne mets pas seulement des gens en danger, tu joues aussi avec la fierté d'un pays. On va te voir comme « Ah, eh bien, celui qui a perdu une guerre qui devait durer 2 jours, qui s'est compliquée en 1 mois et où j'ai dû reculer. Et si tu t'y engages, c'est encore pire, non ? Tu pourrais te retrouver comme Vladimir Poutine, engagé dans une guerre depuis 4 ans sans savoir quoi faire. C'est terrible. » Mais à la différence des États-Unis, il en a profité pour son économie, ce que les États-Unis auraient du mal à faire. Non, oui. Oui, cette partie-là est plus compliquée. Maintenant, passons à d'autres sujets, parce que, comme on le dit, la Chine fait ses propres mouvements, comme tu dis, des échecs en 3 dimensions. Apparemment, du moins c'est ce qu'on essaie de faire là-bas, et tout à l'heure on verra comment va le Nikkei, comment va la Chine, et comment ces pays réagissent face au marché. Car tout ne tourne pas autour du pétrole. On n'entrera pas dans les détails. Eh bien, la Chine agit discrètement et a profité de notre manque d'attention ailleurs dans le monde. Nous sommes tous tellement concentrés sur le Moyen-Orient qu'elle a pu établir une base militaire clé pour les mouvements du pays. Selon les informations, Pékin a consolidé une nouvelle position stratégique en mer de Chine méridionale, une zone très disputée. Elle a transformé ces récifs, qui ne sont à la base que des rochers, en une île artificielle dotée de capacités importantes. Militairement, la Chine en mer de Chine méridionale, du côté du Vietnam, il y a cette île artificielle et, la Chine a profité du moment pour créer cet endroit, une nouvelle position où elle aurait déjà plus de 50 installations. En plus, il y a une piste d'atterrissage d'environ 2,7 km, suffisamment longue pour permettre l'opération d'avions militaires. La Chine s'est déjà positionnée sur l'échiquier. Cette île existait déjà, elle était déjà là. Ce qui frappe ici, c'est qu'ils l'agrandissent actuellement. C'est-à-dire cette île, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Le fait est qu'ils sont en train de l'agrandir, comme tu dis, mais ils avancent en mer de Chine méridionale, et non seulement ils avancent, mais maintenant. Aux avions et hélicoptères de la garde côtière des Philippines,
juste à côté, et il est d'ailleurs clair que cette zone leur appartient. Maintenant, quand les hélicoptères de la garde passent, ils leur lancent comment on appelle ça, des fusées éclairantes. De toute façon, ils ne vont pas les abattre. Il serait difficile de les abattre, mais cela peut les mettre en danger. Si jamais la fusée tombe à l'intérieur de l'hélicoptère, ça peut provoquer un incendie et tu dois te poser en urgence. Sinon, tu risques de brûler sur place. Nous savons que ce n'est pas quelque chose de correct à faire, mais évidemment, lancer des fusées éclairantes sur les hélicoptères, dans ce cas dans la zone chinoise de la mer de Chine méridionale. Cela fait un certain temps qu'ils s'approprient vraiment des îles, des petites îles, des petites îles, des petites îles, certaines qui semblaient soudainement oubliées, et tout à coup ils arrivent, renforcent la zone et installent des détecteurs de ces 3 types pour détecter les missiles. Et ce n'est pas... Ou des systèmes, ils installent des systèmes radars, ils installent des missiles. Cette fois-ci, ils ont même construit une piste, pas n'importe quelle piste. Il me semble qu'elle fait 3 km. Ce n'est pas rien. Et bon, au final, c'est le conflit qui existe dans cette zone. C'est pour la raison suivante. Dans cette zone passent à peu près 80 à 90, par exemple, un grand pourcentage des câbles Internet du monde. Ou bien il passe une grande quantité de câbles sous-marins. C'est là que circule une grande partie d'Internet que nous utilisons tous. Autrement dit, tout cela passe par ici. Mais en dehors de cela, cette zone possède du pétrole. Elle présente beaucoup, disons, d'intérêts, même liés à la pêche, etc. Ici, on trouve souvent les pêcheurs des Philippines. Maintenant, ils doivent fuir en permanence les militaires chinois dans cette zone et la garde côtière doit aller les défendre. C'est tout le problème avec ce que tente la Chine et ce dont ils se plaignent. Le Vietnam, mais aussi la Malaisie, les Philippines et les autres pays de la région se plaignent de la même chose. Ce dont ils se plaignent, c'est que la Chine dit simplement « Ceci m'appartient ». Regardez, elle trace une ligne ici, elle coupe la carte. Toute cette partie, disent-ils, la Chine est là-haut. La Chine aussi a le droit à sa zone, à son espace. De même, les Philippines ont droit à 200 km vers l'extérieur. De même pour le Vietnam. Mais soudainement, si tu inventes que tu as des îles ici, alors tu commences à gagner de l'espace sur tout cela, et c'est justement le problème qu'il y a en ce moment. Mais seulement quand il y a des guerres, quand ils sont distraits. Et bien avant que la guerre ne commence, j'ai été très frappé par ce que disaient les États-Unis. Écoutez, les services de renseignement des États-Unis disent que la Chine n'a pas l'intention de prendre Taïwan avant 2027, ou peut-être plus tard. Elle ne va rien faire. Pour moi, c'était comme un avertissement. Donc si ça doit arriver, c'est justement parce qu'ils disent que non. Eh bien, ça me donne l'impression qu'ils sont soit trop distraits, soit qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de mouvements devant Taïwan. Ils encerclent constamment, ils disent sans cesse qu'il est inévitable qu'ils vont prendre Taïwan. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est leur objectif. C'est fini et il n'y a aucun moyen de négocier cela. Donc bon, c'est peut-être aussi une partie de la rhétorique. Ce que tu veux, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter. Surtout en ce moment, parce que, regarde, on ne prend pas Taïwan pour une raison simple et évidente. Ils produisent 90% des puces avancées de la planète et sans cela, l'économie s'effondre. Pas seulement celle de la Chine, mais celle du monde entier. Surtout les grandes puissances qui dépendent le plus de ces puces avancées. Donc... Évidemment, la Chine ne veut pas qu'on lui reproche un possible effondrement économique. Donc, mais si l'économie s'effondre pour une autre raison, que ce soit l'Iran ou quoi que ce soit d'autre, si elle s'effondre pour une autre raison, dans ce cas, elle pourrait alors passer à l'attaque. Oui, parce que si l'attaque a lieu, la Chine se retrouverait aussi sans puces, non? Fondamentalement. Et il faut aussi rappeler que Taïwan, les usines qui fabriquent ces puces, les plus importantes, ont un système d'autodestruction. C'est-à-dire que ce serait vraiment compliqué de récupérer ça rapidement. D'après ce qu'ils disent, enfin, ils l'ont eux-mêmes publié, ils ont un système d'autodestruction pour que rien ne puisse fonctionner dans les usines de puces avancées et que la production soit déplacée vers une autre région. Ils ne veulent pas déménager parce que c'est essentiellement leur défense, c'est d'être innovants. Ce n'est pas vraiment la question. Mais bon, passons à d'autres sujets également importants. Bon, les autres sujets également importants, rapidement. Comment ça va? Puisqu'on est en Asie, non? Comment réagissent-ils? Comment les marchés ouvrent-ils en Asie?
Parce qu'il y a cette spéculation ou cette idée qu'il pourrait y avoir beaucoup de nervosité demain, lundi. Écoutez, eh bien oui, même s'il est vrai que le Brent est élevé, il est au-dessus des 100 $, au moins le Nikkei aujourd'hui n'a pas ouvert en chute libre, comme on aurait pu le penser, non? C'est-à-dire, il se maintient. En hausse, regarde, en fait, même à la hausse, même s'il y a eu un gap négatif, parce qu'en réalité, vendredi, regardez, voilà, ici c'est vendredi, il a clôturé ici en haut. Aujourd'hui, il ouvre un peu plus bas, mais à peine. Le gap est négatif, mais ce n'est pas beaucoup, et il va monter. Donc bon, le Nikkei japonais ne s'en sort pas si mal. Comment ça va celui-ci? Comment s'appelle-t-il? La Corée? Corée du Sud, pardon, laisse-moi l'ajouter ici. Corée du Sud, c'est ça c'est vendredi, ça c'est aujourd'hui, lundi. Oui, il a ouvert. Un peu plus bas pour être exact. Non, c'est ici qu'il a clôturé. Ce n'est pas là en ce moment. Je veux dire, ce n'est pas là, ce n'est pas non plus très bon, mais ce n'est pas une chute libre. C'est une baisse de 1,7%, mais ça se redresse déjà. Donc à part les toutes premières heures, disons, après l'ouverture des marchés. Donc oui, c'est une chute quand même, ce n'est jamais souhaitable. Mais regardez d'où ils viennent, ils étaient des par ici. Donc ceci. Continuer dans cette direction, dans cette zone, eh bien ce n'est pas si mal. Maintenant, si plus tard dans l'après-midi, ça clôture par ici ou par là, alors là, il faut faire attention, attention, alerte rouge. Et la Chine? Comment va la bourse de Shanghai? Oh, regarde, c'est presque pareil. Les trois bourses évoluent de façon similaire, ce qui est normal. Cette fois, Hong Kong, non, elle a déjà bougé. Si elle chute comme ça, c'est plus grave, c'est comme ça, c'est une grosse chute. Voyons voir, la chute est d'environ 2%, ce qui n'est pas rien pour l'économie de Hong Kong. L'Asie nous montre presque toujours ce qui va se passer, comment l'Europe a ouvert, comment l'Amérique va ouvrir, etc. C'est normalement comme un avant-goût, surtout quand c'est très grave, négatif, il faut s'inquiéter quand c'est grave, ou disons une chute de 1 ou 2%, ce qui est quand même important, mais pas grave. Donc peut-être que ça ne génère pas autant d'effets. Nous verrons bien, on va voir, parce que peut-être que demain le S&P 500 va nous surprendre négativement. Qui sait? Il faut se rappeler que le S&P 500 ces derniers jours a commencé à monter. Donc il ne s'en est pas mal sorti. Le S et P 500. Regardez, voici le S&P 500 des derniers. Ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toute la semaine dernière, il est monté, on va partir d'ici. On va le mesurer rapidement d'ici jusqu'à là, à peu près. Donc ces 7 derniers jours, il a augmenté de 5%. Alors pourquoi? Parce que ici, c'est quand on a commencé à parler de la négociation et de ceci et de cela. Donc ça a commencé à monter, ça a commencé à monter, ça a commencé à monter. Les 500 entreprises les plus importantes des États-Unis. Nous allons voir ce qui se passe. Nous n'allons pas en voir plus. En Indonésie, il est rapporté que le dollar a grimpé en flèche à un niveau historique. Il faut rappeler que l'Indonésie vit déjà une situation compliquée, tout comme plusieurs pays du Pacifique. La question du pétrole les affecte énormément. Eh bien, voilà la situation sur le marché. Nous parlons un peu de la façon dont ils vont commencer. Mais bon, passons à autre chose. Allons aux commentaires pendant que nous analysons pour voir s'il y a une autre réaction. Nous allons mentionner quelques réactions. Regardez en ce qui concerne l'Iran, Mohamed Bagrel, l'un de ceux qui ont participé aux négociations aujourd'hui, a envoyé un message aux États-Unis en disant qu'il ressentirait bientôt de la nostalgie en voyant le réseau, en se rappelant l'essence dans 4 ou 5 heures, c'est ce qu'il prévoit. Eh bien, ils avertissent déjà que le pétrole va flamber aux États-Unis et donc ils commencent déjà avec ces menaces. D'ailleurs, demain, au cas où vous vous posiez la question, demain à 7 heures du soir arriveront aux États-Unis le roi et la reine du Royaume-Uni. Et donc, ils vont passer la nuit là-bas et le lendemain, ils auront déjà des activités avec M. Trump, qui d'ailleurs est super excité. Oui, il adore ces réunions. Il aime prendre le thé avec le roi. Oui. Comme ça, le petit doigt en l'air. Non, il adore tout ce cérémonial. Mais ce qui va être intéressant, c'est le message que le roi va apporter. Parce que ce sera un message, évidemment, discuté avec le Premier ministre. Il va aussi faire un discours au Congrès? Celui-là sera le bon. C'est celui-là le bon. Il faudra voir quel message il apporte, non? Oui, surtout parce que cela représenterait un moment dans l'histoire, cela représenterait probablement ce qu'il a convenu avec ce Starmer. En gros, ce serait essentiellement le message que le Royaume-Uni envoie.
Probablement aussi de la diplomatie. Non, je suppose. Ils ne disent pas l'avoir fait, seulement les faits. Rien de tel. Ils demandent « Comment va Raoul ?»« Très bien. »« C'est mon truc, dit Panterita. Comment allait Panterita ?»« Bonjour à toute la communauté. Il parle de viande grillée, c'est de ça qu'il parle là-bas. Il dit que l'Iran défend les terroristes. » Raoul dit « Comment va Raoul ? Très bien. Salutations à toute la communauté. » Et voyez, ce qui est assez compliqué ici, c'est que beaucoup de fois, on veut voir les choses, surtout pour certaines personnes. Toujours vouloir voir ça comme un mélodrame, comme une série avec des gentils et des méchants. Et ici, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses terribles. Pas seulement celui-ci. Les mêmes jeunes qui protestaient là-bas en Iran, mais il faut aussi se rappeler de l'effet que cela aura dans les pays du Golfe, à cause des attaques de l'Iran, parce qu'en ce moment, nous parlons d'un exode. Cela n'a pas encore été correctement calculé, mais on parle d'un exode qui a commencé, même si cela pourrait être un exode complet. De millions de personnes qui vivent dans le Golfe, mais qui maintenant, au moins, réfléchissent déjà à leur prochain mouvement. S'ils retournent dans leur pays, s'ils changent de pays. Mais ils envisagent de partir car il n'y a aucune perspective sur l'avenir. Y aura-t-il par exemple du travail dans le tourisme ? Là-bas, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont partis vivre au Moyen-Orient pour donner des cours, par exemple, d'anglais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler anglais. Eh bien donc, beaucoup d'enseignants, d'enseignantes pensent déjà à ce qu'ils vont faire, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité et, deuxièmement, ils ne savent même pas s'ils auront du travail. Mais ça, multiplie-le par un tas de domaines dans lesquels ils ne savent pas en ce moment si ça va vraiment être, comme on dit, juste des vacances de 2 mois ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent de la vente d'appartements, pas d'appartements de luxe. Donc, si tu vois que le marché ne bouge pas, tu dois partir de là. Oui, c'est inévitable, mais même beaucoup de gens, des menuisiers, des électriciens, des maçons, beaucoup de gens du bâtiment, qui sont justement ceux qui construisent ces endroits de luxe, sont pour la plupart des étrangers. Que ce soit du Bangladesh, de l'Inde ou de 1000 autres endroits, non ? Et tous ces gens-là, après des années à travailler là-bas, ils ont déjà fait une partie de leur vie là-bas. Et ils gagnent bien si tu veux, mais ils sont là. Ils sont là par nécessité, non par plaisir, car il n'y avait pas assez de travail chez eux. C'est donc une grande opportunité pour eux. Mais si cette opportunité disparaît, eh bien tant pis. Et tu parles du fait que la majorité des habitants de, par exemple, Dubaï, sont des étrangers. Oui, donc... C'est environ 70%. C'est quelque chose de ridicule. C'est vraiment exagéré. En cas de guerre, qui se battra? Ils n'ont pratiquement pas de citoyens. Exactement, non. Et alors, comment ça se passe pour vous cette semaine ? Qu'est-ce que vous attendez ? Quelles sont vos attentes pour ce lundi 13 avril ? On le voit déjà, la moitié du mois est déjà passée. Une guerre a commencé le dernier jour de février. Et même si en ce moment nous avons un cessez-le-feu assez fragile ou très fragile, au moins il y a un peu d'espoir qu'ils puissent me discuter. Pourquoi je dis ça, je le vois. En le faisant depuis une perspective très optimiste, sans chercher à trouver les aspects positifs. C'est la première fois qu'ils se parlent, au moins officiellement, de manière directe, face à face. Les rapports disent que cela n'était pas arrivé depuis 1979, il n'y avait jamais eu de dialogue direct auparavant. Maintenant, il y en a un, mais cela ne signifiera peut-être rien pour beaucoup. Oui, cela a beaucoup de signification du point de vue diplomatique qu'ils se voient en face et qu'ils se parlent directement, et qu'au moins, il essaie, parce que tu vois, même si le président du Congrès d'Iran a été très dur dans ses commentaires, j'ai vu d'autres personnes qui ont lancé un message un peu moins fort à un J.D. Vance sans non plus aller trop loin dans leurs commentaires. Mais ce que je ressens, c'est que Trump s'impatiente de voir le détroit d'Ormuz fermé. Il n'a pas encore compris ce message. Je veux dire, Trump le dit. Il parle toujours de cartes, non ? Il dit que les Iraniens n'ont pas de cartes. Les Ukrainiens n'ont pas de cartes non plus. C'est aussi ce que disait Trump. Ils n'ont peut-être pas ces cartes-là, mais ils en ont d'autres, mais l'Ukraine est toujours là et repousse les Russes dans de nombreuses zones. Elle a aussi mis en échec les raffineries russes à l'intérieur de la Russie, entre beaucoup d'autres choses. Il dit, je ne sais pas s'il a des cartes ou non. Peut-être qu'il n'en a pas, mais les faits disent autre chose. Il en va de même pour là. Dans ce cas, il ne veut peut-être pas voir ce qui se passe à Ormuz ou c'est simplement son style de communication. Peut-être qu'il fait juste semblant de ne pas le voir.
Mais il sait très bien qu'ils en ont, je pense qu'il le sait aussi. C'est juste que lui, il aime communiquer comme ça. C'est-à-dire, il a des cartes et il en a une. Surtout que la plus importante de toutes, c'est la géographie. C'est-à-dire que la géographie est de ce côté, à ce point, en faveur de l'Iran. Très facile, c'est-à-dire les mêmes. Oui, dans d'autres circonstances, les pays arabes auraient agi. Tout ce qu'il fallait pour tirer sur l'Iran. Pourquoi ne le font-ils pas ? Parce qu'attaquer l'Iran est très complexe. Toute cette région est pleine de montagnes. Si on s'approche, c'est plein de montagnes. Ici, on parle de murs qui ne sont pas si faciles à franchir. On ne va pas dire, mais d'un autre côté, ici c'est l'opposé. Il n'y a pas de montagnes, il y en a très peu, et en fait tout est traité très plat, et en plus c'est collé à la côte. Alors, quoi de plus facile que d'attaquer des raffineries qui, littéralement, explosent en toutes seules si tu les touches ? C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de les frapper beaucoup. Sincèrement, ce n'est pas comme ça. Un problème majeur pour les Russes dans leurs raffineries et dépôts de pétrole. Et en plus, à chaque fois qu'ils sont frappés, les mêmes de Valence, ceux du Qatar, le disent. Regarde cette raffinerie. Frappée, elle ne fonctionnera pas avant 3 ans. Celle-ci dans 4 ans, l'autre je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en plus, elle va passer par un long processus de remise en état, disons-le comme ça, ce qui est aussi un problème. Exactement. En fait, une équipe d'Italie est déjà venue, il me semble que d'Arabie Saoudite aussi, pour voir comment ils pouvaient les aider à accélérer ce processus de récupération des installations, parce que oui, c'est complexe et en plus, tout prend beaucoup de temps. Dit Kuban. S'il y avait un Trump, j'aurais fini avec les narcos. Non, mon ami, ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas d'où tu viens, j'imagine que tu viens de Cuba. Clairement, eh bien non, tu ne connais pas ce sujet, mais regarde, pour commencer, il aurait alors dû finir avec les narcos des États-Unis, qui sont comme ça. Regarde, comme ça. Actuellement, l'un des principaux narcos du Mexique vient en fait des États-Unis. Donc c'est juste pour que ce soit clair qu'ils en ont déjà plein et qu'ils ne les arrêtent pas. Ils ne les stoppent pas et ils continuent là-bas à faire ce qu'ils veulent. Où crois-tu que l'argent était blanchi ? Tu crois vraiment que c'est ici, au Mexique ? Eh bien non, c'est le système financier des États-Unis et les banques là-bas et en Europe. C'est évident, je veux dire, c'est par ignorance, mais je te salue chaleureusement. L'homme, eh bien si c'était le cas, celui-là, non. Zéro capacité de la part de ce personnage. Il dit, imagine seulement les États-Unis avec de l'hyperinflation. L'effet mondial serait que non. Ce serait une chose complètement folle. Non. Et ce mot, vraiment, les politiciens évitent ce mot. Non, ils n'aiment même pas en entendre parler. Le mot hyperinflation, c'est... Oui, ce sujet leur fait très peur. Salutations à David et à nous aussi. Il est dit que l'Iran possède encore des missiles balistiques et aussi des drones pour sa production. L'Ukraine possède plusieurs types de drones et son propre système national, le Flamingo. Salutations. Salutations, tu dis. Eh bien, l'idée folle de cela, pas du tout. Parce que personne n'allait soutenir cette bêtise. Je veux dire, qui allait soutenir cette bêtise ? Je veux dire, sinon, non, jamais servi. C'est le classique. Pas l'un ou l'autre, c'est comme ça. C'est noir ou c'est blanc. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche, mon ami. Non, on ne va pas discuter sérieusement. Je t'envoie un grand bonjour. Il dit ça. Il dit aussi que si c'est un avantage, ils ne font rien, comme ça leur arrive avec... exactement. Eh bien, ce que nos amis vénézuéliens nous ont raconté de là-bas, c'est vraiment incroyable. Ils disent que ce qu'ils voient à l'intérieur, c'est qu'il est en train de s'imposer. Lui, oui, en gros, pour rester. C'est-à-dire, elle parie sur le fait de devenir la prochaine Maduro et de rester le plus longtemps possible. Aujourd'hui, ils ont commencé à parler un peu de l'équipe nationale, du classique, qu'ils vont jouer, des élections si oui ou non, et que si c'est demain ou pas, et quand elles auront lieu, eh bien ils volent les élections et ils vont continuer là pour des siècles et des siècles. C'est incroyable. Henri, comment vas-tu ? Salut, je suis surpris de voir certains lunatiques donner des avis complètement vides. Merci beaucoup, Henri. Comment vas-tu ? Merci aussi pour tes commentaires et les infos envoyées. Je t'en suis reconnaissant. Elle dit, je me suis toujours posé cette question parce que à ces personnes-là, on ne leur fait rien. Je ne comprends pas à qui, à quelle personne, aux personnes qui blanchissent de l'argent, c'est-à-dire toutes les cartes aux États-Unis. Non, on ne touche pas à la criminalité en col blanc, cette histoire, c'est-à-dire les criminels en col blanc, on ne les touche pas. À moins que ce soit quelque chose de trop scandaleux, vraiment énorme. Alors ils vont en attraper un, mais ils n'attraperont pas tout le réseau, et le réseau continue de fonctionner. Mais il faut que ce soit quelque chose d'exagérément scandaleux, comme cette affaire de crypto, tu te souviens ?
Non, non. Non, tu sais de qui je parle, celui qui est parti sur une île, qui est allé vivre sur une île. Bangman? Voilà, pas Sam, non. Bon, Bangman, ce personnage, tu dis qu'il a volé des milliards de dollars et il y a peu, on était déjà en train de lui pardonner. Tu te demandes comment c'est possible? Ils lui ont pardonné, non? À Bangman, eh bien, ils ne lui ont absolument rien fait. Je veux dire, voilà où on en est et ce sont précisément ces opérateurs qui font bouger les choses. Et là, l'argent s'en va par-ci, par-là. C'est-à-dire, il n'y a pas, et c'est là que c'est ça qui donne vie au groupe de narcotrafiquants dans le monde en général. Ça, avec quoi achètent-ils des armes? Eh bien, avec de l'argent. Et comment financent-ils? Et d'où vient cet argent? Comment cet argent circule-t-il? Évidemment, à travers les systèmes financiers. Donc, on connaît la solution. On a la solution, le problème c'est qu'on ne la met pas en œuvre ou qu'on n'applique pas la solution. Et c'est de ça dont nous parlons, et là nous parlons de gouvernement, d'institutions, disons, un exemple c'est Haïti, c'est-à-dire Haïti. Tout le monde connaît le problème, tout le monde sait qui est à l'origine du problème. Il n'y a aucun doute, c'est-à-dire, il n'y a aucun doute que c'est cela. Ces bandes, elles sont là, mais personne n'intervient. C'est-à-dire, personne n'intervient. Avec la fermeté de dire, nous allons y aller, eh bien pour dire d'abord, pour arriver à une action. C'est-à-dire, allons-y, nous allons pouvoir nous mettre d'accord avec vous, oui ou non, non, bon, alors l'étape suivante, vous savez déjà laquelle c'est d'aller opérer, de libérer les gens, parce que les gens sont là. Et bien là, dans le néant, vraiment, dans un vide très étrange, dans un limbe où, franchement, personne ne s'en soucie, ni l'ONU, ni les États-Unis, ni l'Europe, personne. Tout le monde donne son avis, tout le monde dit que « Ah, je parle de ceux qui ont du pouvoir », mais en réalité, rien n'est fait. C'est-à-dire, on n'agit pas, on ne va pas plus loin. Non, la question des armes est un autre sujet très important qui touche aussi le Mexique et qui vient des États-Unis. Et au Brésil, il y a environ 2 jours, ils ont saisi 1100 armes qui venaient des États-Unis. Comment est-il possible qu'elles arrivent jusqu'au Brésil, qui est à l'autre bout, et que les armes y parviennent? Comment est-il possible qu'elles leur échappent? Exactement, n'est-ce pas? Eh bien, le problème ici, c'est qu'on ne peut pas attendre que la solution vienne d'un pays étranger. Les pays doivent faire leur part, sinon ça ne va pas fonctionner. Eh bien, je pense vraiment qu'on doit améliorer la conversation ici, parce que regarde, par exemple, si vous dites ici « au revoir », franchement, laissez des commentaires « au revoir », non, ce n'est pas correct. Il faut être sérieux au moment de discuter, sinon la conversation se perd, le plaisir de parler, d'échanger disparaît. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je te salue, Cristobal, mais ce n'est pas la bonne façon, non. Donc je te salue, Martin, Raoul, comment vas-tu? Un grand salut. Il dit qu'au Brésil, il faut changer de gouvernement, dit Mariano Chejas. Mariano, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'option. C'est ça le souci, non? Salutations, Mariano, bonjour, Dieguito, comment vas-tu? Salutations. Salutations à José Prado, il dit « J'ai 63 ans, mais je me sens comme si j'en avais 40. » Ça, c'est excellent. C'est ça l'attitude à avoir. Félicitations, salutations, tu fêtes ton anniversaire. Le 0, le 5, oui, le 5, janvier, février, mars, avril, oui, le 5, il est arrivé à 7, c'est-à-dire, super anniversaire, c'est en retard, salutations. Aussi, Robin Williams dit que tout est en hausse, les marchés, il dit salutations, bonjour. Ruben, comment vas-tu? En ce qui concerne le pétrole? Oui. Oui, dit Pépé. Corina doit entrer avant novembre, car Trump n'aura déjà plus autant de force, ses actions seront déjà réunies. Trump sera président du Venezuela jeudi. C'est lui, salutations, papa de Nueva. On va voir ce qui se passe, il passe, mais dans le cas du Venezuela, je pense que ça demandera aussi beaucoup de patience, non? Et ainsi de suite, il y a plusieurs problèmes par là, non? C'est-à-dire, ça n'a pas de sens de vouloir accélérer maintenant. Du Venezuela, je pense que les gens le savent aussi, c'est-à-dire que les gens n'oublient pas qui sont ceux qui sont actuellement au pouvoir, non? Mais aussi, j'imagine qu'il y a une certaine lassitude, non? Oui, l'autre jour, on l'a vu avec les manifestations où les gens étaient très en colère et n'avaient pas peur de la police. Oui, non, pas du tout. Il dit, salutations, il dit, le président Salvador a effectivement réussi à gérer les bandes de criminels. Il dit... C'est un tout petit pays. Raoul, c'est petit, oui. Et c'est bien qu'il ait réussi, n'est-ce pas? Oui, c'est bien. Dans ce sens-là. Il dit, bon, ce qui est bien dans une émission, c'est de pouvoir donner son avis librement. Si ça t'embête, gratte-toi, ça m'était égal. Pensez avoir raison sur des sujets aussi variables et stupides. Rien n'est certain, dit Martin. Oui, énorme salut Martin, comment vas-tu? Merci beaucoup pour le commentaire et exactement. Très bonne remarque, hein? Il dit, le problème c'est que au Brésil, l'autre option c'est Bolsonaro et pour ça, mieux vaut rien du tout.
exactement. À cause de ça. Totalement. Il dit « Salutations, salutations », dit Ruben Billen, les forces de police nigérianes qui sont venues, elles n'étaient pas du Nigeria, elles n'étaient pas d'où viennent les coureurs, comment ça s'appelle? Kenya, c'était le Kenya d'après moi. Et ils ont été envoyés en Haïti et ils sont partis par manque de garantie. Oui, en fait, si je ne me trompe pas, ils ont perdu plusieurs militaires. Oui, c'est que non, ils n'ont pas pu, la situation reste la même. Et pourtant, ces soldats kenyans étaient des experts. Ils avaient déjà été dans d'autres zones de guerre, là-bas en Afrique, envoyés par l'ONU elle-même. Ils savaient comment opérer dans des guerres urbaines, et non. Enfin, certains sont revenus, malheureusement, oui. C'est que là-bas aussi, ils sont vraiment fous. Ce groupe et ces groupes, parce qu'il y en a plusieurs, en ce moment, le leader le plus visible, c'est Cherizier, comme il s'appelle. Oui, Barbecue Cherizier. Ils ont tenté de l'attraper avec des drones, mais ça ne marche pas. Non. Ce sont ces personnages qui sont vraiment dangereux parce qu'ils arrivent à fédérer différents groupes dans le chaos, et ça, c'est vraiment compliqué. Et qui sont, disons, pas seulement sauvages, ils sont ultra sauvages. C'est un niveau de folie, n'est-ce pas ? C'est énorme, dit-il. Pépé demande, il dit. En quel mois la récession arrivera-t-elle ? Demande Olga. Espérons que jamais. Eh bien, espérons que jamais. C'est-à-dire, s'il y a une longue période sans croissance dans une région, dans un pays. Car certains disent qu'un trimestre suffit, d'autres non. Exactement. Il y a des pays qui disent non, si c'est 2 trimestres ou 3 trimestres, ça varie, donc il faudra voir comment chaque pays le considère. Mais ce qu'on voit, c'est que si ça continue comme ça, il n'y aurait pas de croissance, mais jusqu'à la fin de l'année. Donc ce n'est pas pour qu'on considère cela comme une récession. Maintenant, le problème, ce n'est plus une récession. Le problème n'est pas ça, mais plutôt qu'il se produise soudainement quelque chose qui ressemble plus à un choc, comme ce qui s'est passé en 2008. En 2008, je ne sais pas si c'était pareil dans d'autres parties de l'Amérique latine, mais c'était une crise qui a frappé très fort un secteur en particulier, à savoir l'immobilier. Et disons que cette partie-là aussi, oui, c'était surprenant que cela n'ait pas eu l'effet attendu dans d'autres pays, n'est-ce pas ? Salut, comment vas-tu ? Isaïbara, super, merci beaucoup pour le super chat. Robert Fry dit « Le Mexique est un État failli ». Robert Fry dit cela, c'est le récit de Trump. Peut-être que si tu crois à ce récit, c'est pour toi, n'est-ce pas ? Mais c'est aussi parler en totale ignorance, n'est-ce pas ? C'est essentiellement ça, non ? Je te salue. Salutations à Francisco Arce qui précise « Le Salvador couvre environ 21 000 km², une taille comparable à l'État d'Hidalgo au Mexique. » Salut, imagine-toi, non ? Le contrôler, c'est facile, n'est-ce pas ? Évidemment, non. Ce n'est pas la même chose que de contrôler, par exemple, les États-Unis, n'est-ce pas ? Imaginez le problème d'insécurité qu'ils ont aux États-Unis. C'est très dur, ou celui qu'ils ont en Colombie, ou celui qu'ils ont au Venezuela, qu'au Brésil aussi d'ailleurs, non ? C'est terrible aussi. Pourquoi ? Imagine comment est le Brésil, un pays immense, rempli aussi de différents types, groupes, etc. Ce n'est pas un problème, énorme. Contrôler un petit pays avec une côte d'un côté, une côte de l'autre côté, c'est relativement facile à réaliser. Or, on n'y arrivait pas pour une raison simple. Il n'y avait pas d'État qui veuille agir, et c'est souvent le problème ici au Mexique, non ? Qu'on n'a pas voulu agir. C'est-à-dire, en ce moment, on voit autre chose, mais je ne sais pas, ce n'est pas clair pour moi, si c'est à cause de la pression des États-Unis, ou si c'est vraiment la présidente mexicaine qui a dit « non, c'est comme ça que ça doit être ». Mais même Marco Rubio a reconnu que le pays qui collabore le plus sur la question du trafic, c'est le Mexique dans le monde. Cela, ça a été dit par Marco Rubio, nous avons mis la vidéo ici. Donc voilà, dans ce sens-là, il y a une grande méconnaissance quand on exprime soudain ce type d'opinion, car ils veulent suivre la narration de Trump comme si c'était la réalité. Même au sein de son gouvernement, il présente avec des données concrètes une réalité très différente de celle décrite par Trump. Trump dit des choses hallucinantes, mais allez voir les rapports, du chef d'état-major du Pentagone. Il fournit généralement les informations les plus précises et concrètes sur la réalité de la guerre. Parce que si vous écoutez ce que dit Trump, c'est une réalité totalement différente. Pareil pour l'économie, il faut aller voir, qui alors ? Avec la Fed, tu dois aller avec le secrétaire à l'économie, le secrétaire au commerce, etc. Non,
C'est ça le sujet. Pépé dit que si tu achètes sur Amazon, les produits en sont passés de 85 à 126. D'autres baissent car ils ne vendent pas, doivent rembourser le financement, mais les taux restent bas. Que se passe-t-il si les frais de transport augmentent ? Il dit « Bonne question Martin, c'est-à-dire, imagine si… » Eh bien aujourd'hui on nous disait depuis l'Argentine, non. Les prix de l'essence ont augmenté aux États-Unis. Et on le constate aussi ici, ce qui me paraît logique. Demain, Que nous allons faire une augmentation des prix. Bien sûr, parce que si tout augmente, tout augmente, tout augmente, tout augmente, tout en fait, non? Si le pétrole augmente, alors le coût du transport de la nourriture augmente, le transport en général, tout va augmenter. On peut saluer cela si le prix reste stable. Oui, Père l'a dit. Pépé, pourrais-tu expliquer simplement ce qu'est un krach financier? Si la bourse s'effondre soudainement, que se passerait-il ensuite? nous allons en parler tout de suite. Nous allons en discuter maintenant, bien sûr, Perla. Mais avant d'entrer dans le sujet, je veux lire ce commentaire. Il dit « De plus, au Salvador, c'est une paix narco. Il ne faut pas oublier qu'il a négocié avec plus de criminels, ce qui a aussi été largement documenté, n'est-ce pas ? Je veux dire, mais… Et alors ? Je pense que ça n'a rien de mal. D'abord, il faut parvenir à la paix, donc si tu dois négocier, tu dois négocier. Non, il ne s'agit pas de négocier pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il faut dire, le pouvoir de l'État va intervenir et il y aura une guerre. Et il y aura des morts de ton côté, du mien, de tous les côtés. Il y aura des morts, n'est-ce pas ? Mais tu dois d'abord négocier comment les choses vont se passer désormais. Et ce qui se passe au Japon, c'est ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, c'est ce qui se passe dans de nombreuses parties du monde. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de criminels en Chine, au Japon, en Corée, en Nouvelle-Zélande, c'est aussi très bien documenté. Et eux, comment font-ils ? Eh bien, ils opèrent. Voyons, comment ? Et celui-ci, ils ont des accords dans lesquels, même quand il va y avoir un problème, en fait, quand il va y avoir des réunions entre les chefs, le gouvernement les prévient, il va y avoir des réunions, et il va se passer ceci, il va se passer cela. Et donc le gouvernement se prépare déjà au cas où il y aurait un déséquilibre, une situation à risque, etc., etc. La même chose s'est produite en Nouvelle-Zélande, par exemple, il y a quelque temps nous en parlions ici. Comme ces groupes de motards gèrent le marché noir et la drogue, ce sont des groupes de motards, comme les autres années, et encore aujourd'hui. Mais maintenant, ils viennent surtout pour se balader, non ? Mais là-bas, il y a toujours des groupes qui se consacrent au crime organisé et qui utilisent des motos. Mais dans le reportage que nous avons vu, on montrait leur vie. Et ils rentrent chez eux avec les motos et tout. Mais ils ont leurs femmes, ils ont leurs filles à l'école, enfin, ils ont une vie normale. Et ensuite, ils sortent avec les motos pour faire leurs opérations. Disons-le comme ça, non. Et ils n'embêtent personne, enfin, ce n'est pas comme s'ils allaient déranger les voisins, les gens, non. Ils ont leur accord pour qu'on ne les dérange pas, et eux aussi essaient de ne pas dépasser certaines limites qu'ils se sont fixées sur ce qu'ils peuvent faire ou non. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que… Il y a un manque de contrôle qui, a dépassé toutes les limites, non ? Ça a dépassé les bornes quand trop d'armes sont arrivées des États-Unis et d'autres pays, non ? Pas seulement des États-Unis, il y a des armes d'Allemagne, il y a des armes d'autres endroits, même russes. Donc oui, il y a vraiment un gros problème là aussi, non ? Et je parle avec des amis d'Argentine, par exemple, quand là-bas c'était vers 2000. Qu'est-ce que ce serait ? 10 par là, à peu près… Enfin, c'était injuste des amis, c'était les propriétaires, non ? Ceux qui nous louaient une maison, un appartement en Argentine, tu te souviens ? Ah oui. Ils nous louaient une maison des Argentins installés au Mexique depuis 20 ans. Ayant constaté l'insécurité, ils ont dit « Vous savez quoi ? L'insécurité devient vraiment grave au Mexique. Nous allons aller vivre en Argentine, d'accord ?» Et ils sont retournés en Argentine. Au bout d'un mois, ils étaient déjà ici. Quand l'insécurité était vraiment terrible au Mexique, je le répète, vers 2010-2011, par là, au bout d'un mois, ils étaient revenus parce qu'ils sont arrivés là-bas et ont eu la malchance de se faire agresser le premier jour. Ils n'avaient jamais été agressés ici, rien ne leur était arrivé, mais ils sont partis à cause de la peur diffusée par les médias. Ils ont été agressés en Argentine le premier jour et sont revenus après un mois, n'est-ce pas ? Je ne dis pas que c'est pire en Argentine, juste que selon ce qui t'arrive, tu raconteras l'histoire différemment, n'est-ce pas ? J'ai aussi un ami qui est allé en Floride, je l'ai déjà raconté. Il est aussi allé en Floride et il lui est arrivé
À peine arrivé, il ne s'était jamais fait agresser de sa vie au Mexique. Il est arrivé en Floride en vacances, comme touriste, à l'hôtel, etc. Dans la boîte, à la sortie de la boîte, ils se sont aussi fait agresser, lui et ses amis, avec une arme et tout. J'insiste donc. Ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas comme ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les médias, et puis bon, il y a aussi tout un contexte derrière, et puis où tu vas aussi. Aussi. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Oui, par exemple, il y a une histoire, une vidéo devenue virale il y a 2 ou 3 semaines, je crois, d'un jeune touriste du Royaume-Uni, enfin je ne me souviens plus, mais le grand blond typique, un géant, tu vois. Au Japon, il se promenait dans un quartier non touristique. Et 2 personnes s'approchent, 2 Japonais en débardeur, super tatoués. Eh ben, si tu connais un peu l'histoire du Japon, tu sais que ce sont des mafieux parce qu'il n'y a qu'eux qui portent des tatouages comme ça. Et il leur demande de lui prendre une photo et super gentil, ils l'installent, lui prennent la photo, lui rendent tout. Mais tu te dis enfin qu'au moins ils savent nous respecter, non? Ici à Tepito, je ne sais pas si j'oserais demander à quelqu'un de prendre une photo. Oui, oui, elles ont l'air de voyous avec la fouille ici, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Un pistolet, non. Mais ici, il ne se balade pas avec un pistolet. Oui, non, mais je n'allais jamais dans ces quartiers. Salutations à Fabiana qui dit « Bonsoir Pépé, salutations du Chili, ici on pleure. Tout ce que nous avons perdu et ceux qui ont gagné en un temps record, caste. Ça nous mène à une inflation inventée et de là la stagflation, dit-elle. Et Fabiana? Salutations Fabiana, comment vas-tu? Donc, comment vois-tu les choses pour l'avenir? Donc, tu penses vraiment qu'il va y avoir une stagflation ou qu'est-ce que tu observes au quotidien? Est-ce que les prix augmentent? Que se passe-t-il? Ou y a-t-il une sorte de, comment on appelle ça? Un manque dans la chaîne d'approvisionnement qui pose problème? Ou bien quel est le souci au quotidien? Ce serait un peu la question, non? Perla demandait tout à l'heure Oui. que comment ce serait, enfin, pour que ce soit considéré comme un crack, n'est-ce pas? Nous parlons des marchés. Si on le regarde ici, voyons-le sur le graphique, et nous pouvons y aller. Voyons si j'ai la possibilité d'aller jusqu'en 2008 pour voir le mouvement, c'est-à-dire comment le S&P 500 s'est comporté peut-être en 2008. Je ne sais pas si je peux remonter assez loin pour voir un crack sur le graphique, non? C'est-à-dire, ou même si ce n'était pas considéré comme un crack, mais quand il y a eu la pandémie, ça pourrait être, mais voyons, laisse-moi voir si ça me laisse aller jusqu'en 2000, oui, ça me laisse jusqu'en 2008. Voyons à quoi ça ressemble. Regarde, c'est ici. On va l'afficher à l'écran. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais voici la chute, d'accord? On va l'afficher. Voilà la chute. Ça, c'est un crack. C'est comme ça que ça se présente, d'accord? Regardez comment ça a commencé en 2007, où étaient peints les prix en 2007, et comment ils ont commencé à baisser depuis 2000. Voyons-le d'abord avec un peu plus de recul, d'accord? En 2007, ils étaient à 1562 $ l'action, disons, et en 2008. Au jour de... Voyons, attends-moi un instant. Novembre 2008, c'était tombé à environ 700 $, donc imaginez la chute. Je ne compte même pas celle de 2009 pour gagner du temps. Regarde, ici il y a une partie de la marche de l'effondrement et là une autre. Pour qu'on considère cela comme un crack, ce serait à peu près 20%, n'est-ce pas? C'est-à-dire une chute de 20% sur une courte période, n'est-ce pas? Oui, rapidement, mais ici on parle d'une année. C'est pour cela qu'on dit que c'était une crise très grave. Celle de 2008, qui a commencé en 2007, elle n'a pas commencé en 2008, elle a commencé en 2007, elle s'est aggravée en 2008, et en 2009, elle a commencé à se rétablir, mais il a fallu attendre presque jusqu'en 2013. C'est à ce moment-là qu'on a retrouvé les mêmes niveaux économiques qu'en 2007, c'est-à-dire qu'il a fallu des années pour récupérer ce qui avait été perdu. Si tu regardes sur le très long terme, eh bien tu ne l'as pas ressenti. C'est-à-dire, en supposant que tu as investi en 2000 Imagine, ici, en regardant le graphique, tu as investi ici, tu as acheté des actions ici, et à partir de là. Tu étais en 2007 en novembre. 2007 à partir de là, que des pertes. Tu vas regarder tes chiffres et ils seront en rouge, en rouge, en rouge, en rouge, en rouge, et les années passent. Regarde, ici on est déjà en 2012 et tu es encore en perte. Ici, c'est ton prix d'achat, et ici, pendant toutes ces années, tu es en perte. À partir de 2013.
Ça monte en flèche, 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 et ça continue, ça continue, ça continue. Et regarde, il y a une chute. J'imagine que celle-ci, c'est celle de la pandémie. Non, 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 ce n'est pas celle de la pandémie. Ça doit être celle de la même guerre en Iran, mais en juin. Ça doit être ça. Non, ce n'est pas en juin. Regarde, c'est en avril. Que s'est-il passé en avril ? Je sais, les droits de douane. Les droits de douane, oui, voilà, c'est la chute énorme. Eh bien, on s'approche d'un crack. Regarde, c'est-à-dire, combien a-t-on perdu là ? C'est-à-dire, ça a été organisé par Trump lui-même, d'ailleurs, 21%, donc là, on pourrait considérer un crack, mais seulement dans celui-ci. Les gens s'aventent que c'était une réaction passagère. Je me trompe avec cette ligne ? Voyons, mesurons-le encore une fois. C'est d'ici jusqu'au point le plus bas, 21%. Oui, regarde, je ne me souvenais même plus de cette chute. Elle a été très rapide, hein ? C'est-à-dire, la montée a été très rapide, et ça s'est tout de suite rétabli. Quand ils savent ce qui se passe. Pourquoi n'est-ce pas considéré comme un crack ? Parce qu'il a reculé, il a freiné, vous vous souvenez ? Il a freiné. En quelques jours, il avait retrouvé le même prix et continuait à monter grâce à des annonces favorables à l'économie. Mais si on remonte à partir de 2000, c'est-à-dire si tu as investi en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 pendant 5 ans et que tu commençais à peine à avoir des gains, si tu as investi dans ce qui est censé être sûr, c'est-à-dire le SP500, si tu as eu la patience d'attendre encore 5 ans de plus, donc d'X jusqu'en 2022, là oui, ton gain a explosé, plus de 20 et quelques, c'est-à-dire, ça a vraiment monté de façon impressionnante. Mais tu dois attendre, c'est-à-dire, tu dois tenir bon, comme tous ceux qui ont acheté en 2007. Et ils ont vendu à perte. Ils ont vendu dans les 5 années suivantes. Si on a attendu à partir de la 5e année et plus, alors là on est parti en bénéfice, ça a commencé à monter. Donc, si tu regardes 2007, ça n'a pas chuté de 20% de 2007 à 2008, alors que tout à l'heure, on voyait un pourcentage énorme, impressionnant. Alors, est-ce que ce serait un problème économique grave ? C'est-à-dire, maintenant, il est arrivé quelque chose à quelqu'un en 2008, je veux dire. Sûrement qu'il y a des gens à qui c'est arrivé. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Quelqu'un a vécu quelque chose de très dur. Des gens ont perdu leur emploi à cause de ça ? Je le pense parce que j'ai posé la question encore et encore. Je sens que ça n'a pas autant frappé dans d'autres pays. C'est-à-dire, même s'ils disent que tout se propage et je ne sais pas quoi d'autre, je ne l'ai pas ressenti. Sauf si tu es investisseur ou possèdes une maison aux États-Unis et que tu es très endetté sans pouvoir payer. Là oui, ça t'a touché parce qu'ils ont augmenté les prix. Tout un effet s'est propagé par là. Mais oui, l'autre jour, je lisais un article de CNN sur quelque chose qu'ils appellent les hypothèques fantômes. C'est un truc qu'ils ont là-bas. Depuis 2008, certaines entreprises ont prêté de l'argent, puis ont fait faillite et disparu, empêchant les clients de payer leurs factures. Maintenant, elles sont revenues. Et avec des intérêts, imaginez, depuis 2008. Ils ont accumulé tous les intérêts et on dit « Ah !» Tu dois maintenant, ils ont décidé de te tomber dessus. Alors, il y a des gens qui disent « Écoute, maintenant je vais perdre la maison parce qu'il y a eu quelque chose d'exagéré, mais il n'y a jamais eu personne qui m'ait parlé, il n'y a jamais eu d'endroit où je pouvais payer. » Enfin, c'est terrible. Ils inventent ces choses-là aux États-Unis? Je ne sais pas, tu ne le savais pas. Didier Guiteau. Oh, Pépé, il y a 2 semaines, j'ai voyagé pour le travail en Arkansas et de là à Chicago. Non, franchement, l'Ariska, c'est rien à côté. Tu remarques aussi que les gens sont déjà très habitués? C'est-à-dire ? Comme le crime, tu veux dire, tu parles du crime avec l'Ariska? En Arkansas, ils sont... Ou Chicago, Arkansas, c'est Chicago? C'était Arkansas-Chicago ou Chicago-Arkansas ? Elle est allée travailler en Arkansas, puis de là à Chicago? Et où a-t-elle vu le problème ? Eh bien, je ne sais pas, voyons ce qu'elle va nous dire, voyons. Où as-tu vu le problème ? Je comprends que c'était à 2 endroits, non? C'est bien ça? Salutations à Ézéchiel Cardona. Comment vas-tu, Ézéchiel? J'ai envie d'emmener mes enfants à Chicago, au musée, mais c'est tout. C'est-à-dire, c'est que mon beau-père vit là-bas. Oui, il nous dit que c'est moche. Il nous dit que c'est vraiment moche, oui. On ignore à quel point c'est exagéré. Exactement, mais je dis aussi, c'est une personne âgée et peut-être que oui... Si elle va au centre, elle y va très tôt. Il a tendance à un peu exagérer le sujet de l'insécurité et tout ça. Donc... Nous pensons... Oui, peut-être pas, n'est-ce pas ? Peut-être que, comme je dis, il ne lui est jamais rien arrivé du tout, mais il y a sûrement des choses qu'il a vues. Dans les deux, vraiment et fortement. C'est fou. Merci mon fils pour le conseil. Merci mon fils pour l'info. Et des baleines toute la nuit, comment ça des baleines? Qu'est-ce que c'est mon fils? De quoi tu parles? Raconte-nous. Comment ça s'est passé?
Petit potin complet, salutations à Marie-Léna. Comment vas-tu, Marie-Léna? Salutations à tes enfants, Arturo et Daniela, et félicitations à eux pour les informations d'aujourd'hui. Le monde est vaste, seuls quelques présidents nuisent à leur pays, et certains peuvent nuire au monde entier, ce qui est le pire. C'est ça. Salutations à Marilena à Puebla et évidemment salutations à Arturo, à Daniela, évidemment un grand merci à tous. Et bon, oui, c'est incroyable. Au fait, salutations à Claudio, je ne sais pas s'il nous écoute, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu par ici. Salutations à Claudio, salut Claudio, à Estrelita aussi, si tu nous regardes également. Dieguito Walter, un grand salut à Dédé Ézéchiel, comment vas-tu? Bien le bonjour, salutations. Salut Italo qui a vécu toute sa vie au Chili. Le gouvernement Cass ne peut pas faire grand-chose car sous Boric, ils ont tout volé, il n'a donc pas grand-chose à faire. Il ne reste plus qu'à tenir bon, dit Fabiana. La délinquance a augmenté de façon flagrante et au Chili aussi. D'accord, la corruption des hauts fonctionnaires. Je ne vois pas d'autre solution que la protestation et la manifestation. Je le dis, c'est fort. Salutations. Salutations. Andy dit salutations, comment vas-tu? Salutations de New Jersey, comment vas-tu Andy? Salutations Andy Quintanilla, salutations Quintanilla, grosse salutation aussi à Cléo Bazès, comment vas-tu? Bien le bonjour Cléo, dit-il. Kokora dit ceux-ci ont beaucoup de choses, mais ils n'ont pas de cartel qui s'empare d'une ville ou d'un État, comme au Mexique ou aux États-Unis. Ceux-là, ils ne l'ont jamais permis et ne le permettront jamais. Bucle dit qu'il faut y aller, mais quel lien avec les États-Unis? Regarde, Kokora, oui, ils en ont. Ils ont des villes qui sont envahies de narcos, envahies de gangs. C'est la réalité. C'est ce qu'on sait, ce qui se passe, non? Et croire ça, c'est ne pas connaître Detroit, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est grave, non? Chicago aussi, n'est-ce pas? Ce qu'on nous raconte en ce moment, n'est-ce pas? Je veux dire, mon beau-père vit à Chicago, non? Et il nous raconte des choses terribles, des fusillades en plein jour dans les rues. Enfin, des sujets graves, mais il suffit de regarder, n'est-ce pas? Parce que je veux dire, il publiait et il y a toutes ces informations sur toutes ces folies, n'est-ce pas? Alors je dis, Kokora, on pourrait dire qu'au Mexique, il n'y a pas de fusillade dans les écoles, non? Mais combien y en a-t-il aux États-Unis? Chacun évaluera selon son point de vue extérieur. Et voilà, il y aura toujours des choses négatives dans d'autres pays, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une réalité qu'on ne veut parfois pas voir, n'est-ce pas? Alors, soyons autocritiques. Il se passe des choses graves au Mexique, tout comme aux États-Unis et dans d'autres pays, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est différent, ou que c'est plus ici. C'est très difficile à mesurer, je te le dis, au moins ici où je vis, n'est-ce pas? Je veux dire, d'après mon expérience, ce que je vis, c'est quelque chose de totalement tranquille, de nuit comme de jour, à n'importe quelle heure. Voilà, c'est comme ça, n'est-ce pas? On va au parc, et pareil, aujourd'hui on a passé toute la journée au parc, sans aucun problème, n'est-ce pas? Je te dis, ici les choses, Amazon les laisse dehors ou dans la rue, personne ne les prend, c'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a cette espèce de narration à la Trump que beaucoup de gens croient, non? C'est incroyable, dit-il, MTK. Il dit qu'il faut s'informer auprès de gens qui vivent là-bas, qui connaissent quoi des gens de là-bas. Aller à Chicago, ça doit être génial, visiter les musées... Oui, ou tu voulais dire Chicago? Oui, exactement. Je veux dire, j'imagine, je pense que peut-être les zones touristiques sont tranquilles, non? C'est ça, mais dites-nous, vous qui vivez à Chicago, dites-nous comment vous voyez les choses. Parce que nous aimerions emmener les enfants dans les musées, nous, Astrio, nous sommes déjà allés dans les musées de Chicago. Pas tous, mais plusieurs des plus importants. Et c'est incroyable, vraiment, c'est une expérience. Vraiment, c'est une expérience. Donc, je dis, si vous en avez l'occasion, allez-y faire un tour. Dit Chris. Et un commentaire, ici, dans l'Utah, il y a déjà des problèmes avec les narcos, les fusillades, la drogue, etc. Partout, même dans les quartiers très chics et chers. Ils démantèlent souvent des laboratoires. Voilà ce que dit Chris, c'est-à-dire quelqu'un qui vit là-bas. Et en plus, un État qui est sûrement beaucoup plus sûr que la plupart des autres États, non? Donc, salutations à Chris, merci pour l'info. Il dit, il y a de la délinquance partout dans le monde. Boston a un quartier qui s'appelle Mattapan et c'est dangereux. Dangereux, dit Georgie, et c'est Boston. Qui est pourtant considéré comme très chic. Une ville comme ça, eh bien sympa, une jolie ville universitaire. Oui, exactement, oui, non. En fait, je veux dire, la vérité c'est que tous les endroits ont leur quartier, non. Oui, bien sûr qu'il y a des problèmes et que, tu sais, parfois, qu'est-ce qui va sortir dans les médias ? On va dire que s'il s'est passé quelque chose à Michoacán, je ne sais pas quoi, ce n'est pas pareil. Et puis, ils organisent un événement sportif ou battent un record pour le plus grand guacamole du monde, comme l'autre jour.
Ça, tu ne le verras pas dans les médias internationaux. Ce que tu vas voir, ce sont les nouvelles les plus terribles, les plus horribles. Qui, eh bien oui, qui ont bien eu lieu, non? Et oui, bien sûr qu'on a parlé des disparus de Robert des États-Unis, non? Tu parles des disparus du Mexique, on a aussi parlé de ceux des États-Unis, de ceux du Mexique. Oui, on en a parlé énormément. Salutations au papa encore une fois qui raconte une blague. Chaimito, pourquoi arrives-tu en retard? C'est qu'un monsieur a perdu un billet. Ah, et tu l'as aidé à chercher? Non, je marchais dessus, mais pourquoi? Pour qu'il s'en aille? Mais il ne s'en allait pas. Il dit. Mau contador? Mal contador, salutations au nouveau papa, merci beaucoup pour tes blagues, pour tes phrases d'ailleurs, toujours excellentes. Il dit. Ni le gouvernement n'a été acheté ni par les cartels, comme vous dites au Mexique. Ah non, eh bien c'est génial alors, excellent, super, salutations, dit Boston. Ça va? Fresa sans râler, sans râler, sans râler. Buxos en bolsilla? Santé? Super. Bon non, il dit. Hier, j'ai vu un documentaire sur les milliers de disparus au Mexique. La corruption policière et politique empêche les enquêtes. C'est horrible. Le sujet des disparus, eh bien c'est un sujet, j'insiste, qui arrive dans beaucoup d'endroits et malheureusement il y a peu de sensibilité sur ce sujet, non? Mais oui, oui. Le gouvernement ferme les yeux. L'autre jour, la présidente, elle s'est fâchée et a dit que ces mesures, ces chiffres que l'ONU avançait, l'ONU, que c'était un mensonge, je ne sais pas quoi, et bon. Et en fait, tu dois donner des garanties. Pas seulement au Mexique, d'abord au Mexique, non? Mais tu dois aussi donner des garanties au monde, c'est-à-dire dire « venez, parlons-en et enquêtons ensemble ». Enfin, s'ils n'ont rien à cacher, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, amène-les ici. Bon, ils ont sorti une vidéo d'AMLO quand il était en campagne, tu vois, qui disait « Nous allons inviter l'ONU à venir ici chercher les disparus et je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien. Alors, où sont-ils » C'est-à-dire, où est l'ONU? L'ONU devrait être ici, je veux dire, si elle veut vraiment faire la lumière. Et le problème, c'est quand on ne veut pas voir le problème, non? Ne pas voir le problème est une chose, vouloir tout dramatiser en est une autre. Si l'on suit la narration de Trump, tout va mal, ce qui est aussi faux, non? Totalement, mais ne pas voir le problème, c'est ne pas l'attaquer. Le problème existe, pas celui que dit Trump, mais il y a bien un problème grave, n'est-ce pas? Ce que dit Trump est une exagération, comme tout ce qu'il fait. Il exagère absolument tout, soit tout est absolument parfait, soit tout est complètement de l'autre côté. Un jour, il dit que le Mexique fait le maximum. Un autre jour, il dit autre chose sur le Mexique. En fait, ni l'un ni l'autre n'est vrai. C'est-à-dire, il y a bien un problème et il faut l'attaquer de manière claire, non? Mais il faut commencer par le reconnaître, c'est-à-dire reconnaître le problème, n'est-ce pas? Parce que si tu ne le reconnais pas, comment vas-tu le résoudre, n'est-ce pas? Si tu ne veux même pas être pris en charge, pour ainsi dire, non? On dit que les disparitions sont liées à la traite des personnes. La traite des personnes, ces disparitions concernent aussi beaucoup de gens, surtout des personnes très modestes, non? Qu'ils veulent les emmener parce qu'au final, ce n'est pas si facile que les gens veuillent, comme ça, par plaisir, se consacrer à ce genre d'activité. Alors, ce qui se passe parfois, c'est qu'ils emmènent des gens de force et sur plusieurs, il y en a un qu'ils ont convaincu, ils l'emmènent et les autres, ils les éliminent. Ou alors ce sont des groupes qui s'affrontent et soudain ils en font disparaître certains. C'est très complexe, il y a beaucoup de choses très intéressantes, dures et terribles. Mais cela nous montre que le problème des disparitions n'est pas quelque chose qui va disparaître, c'est-à-dire que ce sujet va continuer d'exister ici. Pour commencer, parce que les mamans, les familles et les organisations sont là à donner encore et encore des informations sur toute la situation. Et les mamans et les papas aussi. C'est vraiment très courageux d'être là, non? Il est écrit ici en bas, j'ai tout lu. Il est écrit Gabriel. Comment vas-tu, Gabriel? Très bonne santé aussi, dit Félix. Mais la première est-elle obsolète ou pas? Oui, c'est-à-dire, moi je comprends ce que tu dis, tu as tout à fait raison, Félix. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses obsolètes, mais il y a aussi des choses qui valent la peine d'être gardées. Comme toujours, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. On revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, il y a des choses très mauvaises, mais il y a aussi des choses qui sont nécessaires. Par exemple, le sujet de l'OEA, le sujet de l'OMS que tu as. Il y a un besoin urgent de bien communiquer lorsqu'il y a des problèmes avec ce virus ou une maladie. C'est-à-dire, il doit y avoir des protocoles qui relient un pays à un autre quand il y a des problèmes. Et malgré cela, il y aura des défauts, et malgré cela, il y aura des problèmes. Mais au moins, il doit y avoir quelque chose qui, en ce moment, n'est pas parfait, mais entre ça et rien, il vaut mieux avoir ça.
Sur les disparitions, il s'agit juste d'apporter de la certitude, voir si je suis ouvert. Que l'OEA et d'autres organismes internationaux viennent, que nous nous présentions et commencions à dire ce qui se passe. Est-ce que c'est cela? Voyons, nous avons déjà vu, nous avons déjà observé, nous avons déjà parlé avec toutes les parties. Nous nous sommes déjà rendus compte que c'est un problème et qu'il faut s'en occuper, c'est ça le point, dit Pépé. L'ONU l'ordonne, Trump l'ordonne, dit Gilberto. Comment va Silberto? Salutations, dit Marcella. Comment vas-tu? Salut Barry, comment vas-tu? Énorme salutations, dit Pépé. Comment évolue le conflit? C'est ainsi que c'est écrit. Ensuite, les deux ours, la Chine et la Russie, vont bien et se battent entre eux. Salutations, comment vas-tu Clément? Merci beaucoup de commenter ONU Gilberto. Salutations aussi à Ophé. Comment as-tu offensé? C'est une belle soirée aussi pour toi. Comment vas-tu? Pour voir comment ça va. Pérou, Rafael Lopez Alliance, 19,45 et Keiko 17,54 et en troisième place, Jorge Nieto avec 15,21. Ils restent les mêmes. Presque pareil. Raphaël a un peu baissé, il avait 20. Dans les mêmes pourcentages. Mais bon, s'ils vont rester aussi serrés. Logiquement, s'il doit y avoir ça, eh bien maintenant, ce sera vraiment vote par vote. Comme d'habitude, mais ils vont sûrement rester, eh bien ils continuent d'être en désaccord, il y aura sûrement des problèmes juridiques. Amis du Pérou, comment allez-vous? Donc là, laissez votre commentaire. Si vous voyez cette vidéo en différé, j'aimerais beaucoup connaître vos avis. Pour commencer, comment voyez-vous les candidats? Je sais que vous aurez des affinités ou des rejets envers certains, mais qu'en pensez-vous? Comment les percevez-vous? Voir ce sujet serait intéressant. Le Pérou, malgré l'instabilité politique, connaît une bonne croissance. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe au Mexique, on peut dire ce qu'on veut, que ce soit l'insécurité ou tout ce que tu veux. Mais il faut aussi regarder la croissance que le pays a connue. Et je veux dire, il y a aussi des choses vraiment positives. Ceux qui, je pense, sont ici, ou ceux qui vivent dans les zones, au moins celles qui ont prospéré, eh bien cette partie-là est aussi très visible, non? Donc... Salut Panterita. Salut Panterita, comment vas-tu? Comme on dit, comme je le dis, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a beaucoup de choses que nous devons analyser, et ici, nous le faisons avec grand plaisir. Et ce que je pense que nous devons analyser maintenant, c'est... Dans quel état sera le détroit d'Ormuz demain matin? Je pense, d'après ce que je vois en ce moment, qu'il va commencer la journée fermée, pour commencer fermé. Doublement fermé, c'est devenu encore plus fou, fermé sur fermé. Quelle heure est-il maintenant? Il est quelle heure? Demain, non? À 10h du matin, mais imagine, heure de quel fuseau? Déjà? Heure de quel fuseau? Je ne sais pas, un autre ne le précise pas. Je pense qu'il a laissé ou mis quelque chose là, non? Je crois que oui, mais bon, il est 8h du matin, donc dans 2 heures de plus, en théorie, d'après ce que je comprends, je ne sais pas, ça va être fermé. Voyons, on va voir quoi. Salut à Marcella, Riquelme, comment vas-tu? Fidèle Botello aussi? Salut, comment tu vas? Très bien, ce serait à... Oui, je crois que c'est l'heure de la côte est des États-Unis. Donc ce serait à 8h du matin chez nous, non? C'est-à-dire, ce serait 8h du matin, heure du Mexique, heure de Mexico, 10h du matin, heure de la côte est. Apparemment c'est ça. Donc voilà. Eh bien oui, en théorie, ce serait le matin chez nous, tu sais, c'est-à-dire la prochaine émission qu'on fera. Sûrement. Nous saurons comment ça avance? La situation, on va voir comment ça évolue. Si le détroit d'Ormuz est fermé, la mer Rouge sera également fermée, en gros, c'est-à-dire que ce détroit sera fermé. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a déjà eu une prétendue attaque contre un cargo de la part des Houthis. Faites attention à ce sujet parce qu'au final, ce serait un double jeu. C'est-à-dire bloquer le flux de pétrole et fermer en fait 20% du pétrole mondial, plus un peu plus de 20% du gaz, je ne sais plus combien %, de l'hélium et de l'aluminium. Je ne sais pas quoi tout ça, ici en plus, le 5e ou 20%. Mais de toute façon, une 5e partie de l'économie mondiale passe par ici, entre l'Europe et l'Asie. Et ce n'est pas que l'économie va s'arrêter à cause de ça. C'est-à-dire, non. Simplement, ils ne passeront plus par ici, ils devront faire le tour jusqu'en Afrique du Sud, les bateaux, ou bien monter vers le nord, disons, et passer par ici, par la mer Méditerranée, ou passer par la mer du Nord. Par ici de ce côté, ou par le canal de la Manche, par ici de ce côté. Donc, tout cela, ils vont devoir le faire. Ce qui augmente, disons, le temps de la chaîne d'approvisionnement, cela l'augmente de 10 à 20 jours selon la zone de destination.
Évidemment, entre 10 et 20 jours supplémentaires, c'est un coût très élevé de devoir payer entre 10 et 20 jours. Plus d'essence, plus de nourriture, plus de salaire pour tous les emplois, plus de temps pour le navire en marche. Tout cela a un coût. Et ils en ont vraiment marre. Ils sont là, coincés dans le détroit. Imagine. Bien hartos. La semaine s'annonce mouvementée, comme l'a dit Moreau. Absolument, vous le savez déjà. Ici, nous allons vous donner les dernières nouvelles en direct pour que vous ne manquiez rien. C'est génial. Eh bien, passez un excellent début de semaine, n'est-ce pas? Et bon, on continue à discuter. Prenez soin de vous. WhatsApp est là aussi pour ça. Nous sommes également sur Facebook. C'est excellent, génial. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À demain. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous être branchés sur la vérité. Ici, c'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réel. Ici, nous l'analysons. Approche globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne Pépé en direct aux commandes Pépé et Astrid qui disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace, à la prochaine. Oui, monsieur. On fait l'appel. Pépé en direct, dans la place.